Salam alaikum, Azul Filawen, marhaba bikoum, en direct de la ville de Marrakech. Vous avez ici devant vous la majestueuse mosquée Koutoubia de Marrakech qui a été construite une première fois autour de 1146 et une deuxième fois autour de 1156-1158. Et devinez par qui cette mosquée a été construite? Par un Algérien, un berbère algérien qui s'appelle Abdel Moumen. On le voit ici dans cette magnifique statue qui a été érigée au centre de la ville algérienne de Nadrouma, non loin de la ville de Tlemcen. Alors Abdel Moumen, l'Algérien, a fait ses études donc à la mosquée de Tlemcen. Et autour de 1123, il a rencontré un autre berbère qui vient du sud du Maroc, qui s'appelait Ibn Toumart. Ce Ibn Toumart est célèbre car c'était un prédicateur convaincu, passionné, un grand théologien. Et la rencontre de ces deux hommes a eu lieu non loin de Béjaïa, la capitale des Hamadites. Vous savez que Béjaïa était la première capitale de l'Algérie au XIe siècle. Et à ce moment-là, Abdel Moumen s'apprêtait à parfaire ses études de théologie à Bagdad. Et finalement, suite à cette rencontre divine, j'aimerais dire, ces deux hommes, Ibn Toumart et Abdel Moumen, ne se sont plus jamais quittés et Abdel Moumen n'a pas eu besoin d'aller à Bagdad. Et ensemble, donc le Marocain Ibn Toumart et l'Algérien Abdel Moumen ont développé le concept d'unicité divine. C'est-à-dire qu'ils ont mis en avant la foi dans l'unicité de Dieu. On les appelait les Al-Muwahidoun, c'est-à-dire en langue latine, les Almohades. C'est avec cette appellation qu'ils sont rentrés dans l'histoire en Europe. Ces Almohades, à partir de 1123, ont décidé de conquérir la ville de Marrakech qui était aux mains des Almoravides, Almorabitoun en arabe, c'est-à-dire ceux qui tenaient les forts dans le sud, notamment dans les provinces actuelles de Mauritanie et les provinces du Sahara occidental. Ces tribus berbères des Almoravides étaient là pour protéger les territoires de l'islam d'éventuelles attaques de tribus nord-africaines qui venaient en bas du fleuve du Sénégal. Et lorsque le grand prédicateur Ibn Toumart est mort en 1128, Abdel Moumen n'a pas voulu révéler la mort aux autres tribus berbères. Il avait peur que s'il révélait la mort d'Ibn Toumart, ce qu'ils avaient essayé de construire ensemble pendant 5 ans allait se disloquer. Dans la mesure où Ibn Toumart avait donné le titre de Amir al-Mouminin à Abdel Moumen, c'est-à-dire commandeur des croyants, l'Algérien Ibn Toumart ne voulait surtout pas être en situation de fragilité s'il révélait trop tôt la mort d'Ibn Toumart. Donc il a attendu pendant 3 années le temps de conforter son pouvoir, notamment en nouant des relations matrimoniales avec des filles berbères du sud du Maroc, avant de révéler à l'ensemble de ces tribus que Ibn Toumart était décédé. Donc 4 siècles avant la dynastie des Alaouites actuelle qui règne au Maroc, c'était un Algérien de Nadrouma, Abdel Moumen, qui était non seulement le commandeur des croyants, mais aussi le calife, et pas simplement du Maroc, pas simplement de l'Algérie, mais aussi de la Tunisie, de la Libye et du sud de l'Espagne. Et Ibn Toumart est devenu officiellement calife à partir de 1147 jusqu'à 1163, date à laquelle il est décédé au Maroc
à côté de Rabat, la ville qu'on appelle Salé. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire d'Ibn Tumart et de Abd al-Mumin? Pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de frontière entre la Mauritanie, le Sahara, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Andalousie musulmane. C'était des tribus berbères islamisées. Chacune d'entre elles, bien sûr, essayait d'avoir l'ascendant sur l'autre, mais il n'y avait pas les frontières qui ont été créées par le colonialisme français et qui aujourd'hui sont devenues pratiquement des bibles territoriales. Nous avons aujourd'hui des drapeaux qui ne correspondent absolument pas à ce qu'était l'état d'esprit des musulmans berbères au XIe ou XIIe siècle. Ces drapeaux-là n'existaient pas au temps de Abd al-Mumin ou de Ibn Tumart. Ce sont des drapeaux qui ont été créés après la colonisation française, lorsque le Maroc en 56 est devenu indépendant et lorsque l'Algérie en 62 est devenue indépendante. Et je crois qu'aujourd'hui, il est absolument fondamental de revenir à l'esprit qui unissait le Marocain de l'époque Ibn Tumart et l'Algérien de l'époque Abd al-Mumin, car ensemble, ils ont réussi à unifier toute l'Afrique du Nord, avec en plus cerise sur le gâteau, l'Espagne musulmane, c'est-à-dire l'Andalousie actuelle. Est-ce que vous imaginez, quand un Marocain et un Algérien décident de travailler ensemble, ils réussissent à faire des miracles. Et j'aimerais revenir à ce miracle almohade du XIIe siècle, ce miracle qui nous a permis d'être ensemble, de réussir ensemble, de briller ensemble et de laisser des traces indélébiles, comme cette belle mosquée qui a été restaurée, cette mosquée de Koutoubia de Marrakech, comme je vous l'ai dit, créée, construite par l'Algérien Abd al-Mumin, commandant des croyants et calife de toute l'Afrique du Nord. Donc c'est pour ça que je suis fier d'être à Marrakech, car je ne me sens pas étranger, je suis chez moi. Et la petite histoire, est-ce que vous savez que du côté de ma mère, je suis originaire de Béjaïa, là où Ibn Tumart et Abd al-Mumin se sont rencontrés autour de 1123. Mais du côté de mon père, c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes dans la région de Chlef, mais son arrière-grand-père vient de la même ville que Abd al-Mumin, c'est-à-dire de Nadroma. Eh oui, le hasard des choses, c'est le grand des hasards. Donc cette statue de Abd al-Mumin est au centre de Nadroma, donc qui est à côté de Tlemcen, comme je l'ai rappelé. C'est très important de connaître l'histoire pour ne pas tomber dans les populismes actuels, ces populismes étriqués, ces nationalismes limités. Quand on connaît l'histoire, on ne s'arrête pas à des choses secondaires. On ne passe pas notre temps à s'entretuer sur les réseaux sociaux. Vous savez, ce qui me désole, c'est que le peuple marocain, le peuple algérien ne se connaissent pas, ils ne se rencontrent pas, ils ne prient pas ensemble, ils ne travaillent pas ensemble, ils n'étudient pas ensemble, ils ne militent pas ensemble et ils ne réfléchissent pas ensemble. Le seul endroit où les Marocains et les Algériens vivent ensemble, travaillent ensemble, font du football ensemble, étudient ensemble, prient ensemble, réfléchissent ensemble, militent ensemble, c'est en France. Et moi, vous le savez, j'ai vécu avec des Marocains en France. C'est pour ça que jamais je ne développerai une animosité ou des conflits artificiels entre les Algériens et les Marocains. Mais quand vous avez des frontières fermées depuis 31 ans, comment voulez-vous que ces peuples qui sont musulmans, arabes et berbères puissent s'apprécier, puissent s'aimer, puissent travailler ensemble, prier ensemble? Vous vous rendez compte, vous venez ici? Les Algériens d'Algérie ne sont pas ici, il n'y a même pas d'avion, il n'y a rien. Et vous savez d'où vient le problème? Le problème de cette animosité entre l'Algérie et le Maroc vient de la question du Sahara occidental. Un bout de territoire sur l'Atlantique de 266 000 km² qui était sous domination espagnole à partir de 1884 jusqu'en 1975
Et à la mort de Franco, ce territoire a été occupé illégalement par 350 000 Marocains lors de la marche verte de novembre 1975. Alors bien sûr, le Maroc revendique son territoire comme ayant fait partie par le passé, c'est-à-dire autour du 15e et du 16e siècle de la dynastie de l'époque, les Saadiens et les Alaouites ensuite. Mais vous savez, quand on convoque l'histoire, c'est très relatif. Rachid Nekaz, en tant qu'Algérien, peut aussi convoquer l'histoire, et je peux me revendiquer moi aussi de l'héritage de mon ancêtre, l'Algérien Abdelmomen, qui 4 siècles avant la dynastie actuelle des Alaouites était non seulement commandant des croyants, mais aussi calife, à la fois du Maroc et de toute l'Afrique du Nord. Vous savez, au jeu de l'antériorité historique, tous les Algériens et l'État algérien actuel peut lui aussi se revendiquer d'Abdelmomen pour envahir le Maroc, pour envahir la Mauritanie, pour envahir le Sahara, pour envahir la Tunisie, pour envahir la Libye, pour envahir l'Andalousie musulmane. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. L'Algérie peut dire aussi que cette mosquée lui appartient au nom de l'héritage de Abdelmomen, l'enfant de Nadroma. Regardez la carte actuelle dessinée par les Français. Nadroma se trouve en Algérie. Ce n'est pas sérieux. Mes chers frères, Marocains, Mauritaniens, Algériens, Tunisiens, Libyens, ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Et c'est justement le sens de ma démarche, d'être raisonnable. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de porter, d'arborer les 2 drapeaux artificiels du XXe siècle, c'est-à-dire le drapeau marocain et le drapeau algérien. Pourquoi je dis artificiel? Car c'est à cause de la colonisation française que nous avons ces drapeaux-là. Ils n'ont aucun sens, si ce n'est de flatter l'ego nationaliste des uns et des autres. Bien sûr, je suis fier d'être algérien, mais je suis d'abord fier d'être musulman et d'être fier d'être nord-africain, voyons. Donc, qu'est-ce que je propose pour mettre fin à ce conflit qui date de 1975? Et vous savez, encore une fois, depuis 1994, les frontières sont fermées entre l'Algérie et le Maroc. Frontières terrestres, maritimes, aériennes. Il n'y a même pas de frontières économiques. Le gazoduc qui passait d'Algérie vers le Maroc n'est plus opérationnel depuis que le Maroc a décidé d'entretenir à partir de 2020 des relations diplomatiques avec Tel Aviv. Et plus que ça, depuis que le gouvernement marocain a décidé d'installer une base militaire israélienne au Maroc, non loin des frontières algériennes. Mais évidemment, toutes ces décisions sont de nature à aggraver la situation politique, diplomatique, économique, citoyenne entre le peuple marocain et le peuple algérien. Ça n'a aucun sens, voyons. Donc, fort de l'héritage spirituel, fort de l'héritage politique, fort de l'héritage humain, hérité à la fois d'Ibn Toumad et de Abdelmomen qui travaillent ensemble, j'ai décidé à mon tour de revendiquer ce double héritage en proposant une solution définitive à la question épineuse du Sahara occidental. Quelle est cette proposition que je défends depuis 2014? Je l'ai défendue sur les plateaux de télévision algériens. Je l'ai défendue au travers d'articles que j'ai rédigés. Et d'ailleurs, la presse francophone a repris cette idée et l'a rendue publique. Mais malheureusement, aujourd'hui, ni les autorités marocaines, ni les autorités algériennes veulent étudier cette proposition, mais qui, à mon sens, est la seule viable. De quoi s'agit-il? Il s'agit, après un référendum où le peuple sahraoui sera consulté, de proposer que pendant 10 ans, c'est-à-dire une période transitoire de 10 années, le territoire du Sahara occidental, donc qui se trouve au sud du Maroc, au nord de la Mauritanie et à l'ouest de l'Algérie, soit sous la double souveraineté à la fois de l'Algérie et du Maroc. Je dis bien une double souveraineté provisoire qui ne va pas durer plus de 10 ans. Vous savez que le Soudan était, entre 1899
et 1956 gérés selon le même principe de la double souveraineté à la fois égyptienne et anglaise. En langage diplomatique, cela s'appelle un condominium. Donc pendant 10 ans, on va voir ce que le Maroc et l'Algérie sont capables de faire quand ils gèrent ensemble ces territoires. Et au bout de 10 ans, il y aura un nouveau référendum où, cette fois-ci, on poserait 3 questions au peuple sahraoui. La première question est, est-ce que vous, peuple sahraoui, êtes d'accord pour continuer à vivre sous le régime du condominium, c'est-à-dire de la double souveraineté algéro-marocaine, comme ces 2 drapeaux que je porte aujourd'hui? Deuxième question, est-ce que vous voulez être géré selon le plan d'autonomie marocain qui a été proposé déjà depuis 2007? C'est-à-dire, est-ce que vous, Sahraoui, vous voulez être une province autonome dans le cadre de la monarchie marocaine? Enfin, la troisième question qui sera posée aux Sahraouis dans le cadre de ce référendum est la suivante. Est-ce que vous, peuple sahraoui, vous voulez l'indépendance? C'est une proposition qui est à la fois pragmatique, qui est réaliste et qui permet de sortir de cette haine qui est en train de se développer de part et d'autre de la frontière algéro-marocaine, notamment dans les réseaux sociaux. Car à partir du moment où les Marocains et les Algériens ne se rencontrent plus, ils se détestent, ils se haïssent de façon virtuelle et artificielle. Et c'est pourquoi moi je suis là aujourd'hui à Marrakech, pour mettre fin à cette haine absurde. Alors bien sûr, j'ai déjà vu les réactions de mes frères marocains qui me disent « Mais comment, Rachid, oses-tu dire que l'Algérie puisse gérer avec le Maroc le Sahara occidental? Le Sahara occidental a toujours fait partie du Maroc. » Mais je viens de vous prouver, mes chers frères, que c'était un Algérien qui était le calife du Maroc et de l'Afrique du Nord. C'était un Algérien qui était le commandeur des croyants déjà au XIIe siècle. Donc, s'il vous plaît, ne me parlez pas d'antériorité historique, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, ce qu'il faut, ce sont des hommes politiques et des diplomates responsables, secondés par une société civile responsable pour mettre fin à ce conflit qui nous désunit et qui permet à l'Europe de nous imposer son diktat, sa domination politique, diplomatique, économique, culturelle, éducative, universitaire. Je ne veux plus que les pays nord-africains soient divisés et je ne veux plus qu'on soit faible par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, par rapport à la Russie. Ça doit finir. Je souhaite en tant que citoyen nord-africain retrouver cette puissance des Almohades. Je dis bien cette puissance des Almohades dont tout le monde avait peur à l'époque. Regardez, à la fois en Mauritanie, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye et en Indonésie. Il y avait un seul calife, un seul commandeur des croyants. Voilà ce que je souhaite au travers de cette proposition pragmatique. Alors les Algériens ne répondent pas à cette proposition, car les Algériens, en tout cas les autorités, disent nous nous en remettons à l'ONU. Mais l'ONU n'a plus aucun pouvoir aujourd'hui. L'ONU avait un pouvoir dans les années 60, car les grandes puissances de l'époque, c'est-à-dire les Américains et les Russes, étaient d'accord pour que l'ensemble des pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie soient indépendants, car ils voulaient prendre le leadership aux Français et aux Anglais qui contrôlaient toute l'Afrique. Mais à partir du moment où ils ont réussi à déloger la France et l'Angleterre en tant que puissance coloniale en Afrique, aujourd'hui l'ONU n'est plus opérationnelle. Donc les États-Unis et l'URSS avaient utilisé l'ONU pour déloger la France et l'Angleterre de l'Afrique. Mais aujourd'hui, à partir du moment où c'est à nouveau les 2 seules grandes puissances, ils n'ont plus besoin de l'ONU. Et c'est pourquoi, depuis 50 ans, la question du Sahara occidental n'a pas trouvé de solution. Car l'ONU n'a plus aucun pouvoir pour régler ce problème-là. Les seuls qui pourront régler ce problème, c'est ces 2-là, les Marocains et les Algériens, assis autour d'une table. Et ensuite, si on veut, on pourra consulter l'ONU pour avaliser ces décisions qui auraient été prises par
les deux pays. Voici le message que je voulais vous adresser en direct de Marrakech devant cette majestueuse mosquée El Koutoubia qui a été construite par l'Algérien Abdel Moumen, ex-commandeur des croyants et ex-calife de l'ensemble de l'Afrique du Nord, afin que l'esprit du Ramadan puisse apaiser nos cœurs, nos esprits dans l'intérêt commun de l'ensemble de l'Afrique et en particulier des peuples d'Afrique du Nord. Barakallahu fikum, sahar rankum ou sahar torkum.